Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de Tétrapharmakos, l'avant-dernier de cette saison. Comme nous l'avions vu dans les épisodes consacrés à Aristote, ce dernier affirmait que l'homme est un animal politique plus que n'importe quel animal grégaire. Cette caractéristique implique de faire des choix de société et d'organisation politique. Monarchie, plutocratie, aristocratie, théocratie ou encore démocratie. La question de savoir quel est le meilleur régime est récurrente. Et qui faut-il à la tête d'un tel régime ? Un homme qui aurait une vision éclairée, doté d'une sagesse hors norme ? Un philosophe peut-être ? Platon en rêvait. Nos 2500 dernières années nous offrent-elles un exemple d'un tel homme providentiel ? Ce n'est guère a priori notre monde contemporain qui nous en fournirait un. L'Antiquité, peut-être. On pense spontanément à Marc Aurèle, l'empereur romain du second siècle de notre ère, celui qui, dans ses pensées pour moi-même, écrivait « Prends garde de te césariser, conserve-toi donc simple, honnête, pur, grave, naturel, ami de la justice, pieux, bienveillant, affectueux, ferme dans l'accomplissement des devoirs, lutte pour demeurer tel que la philosophie a bien voulu te former. » Il s'agit du 30e aphorisme du livre 6 et ça fait bien rêver. Alors Marc Aurèle, empereur, philosophe, nous allons en discuter avec mon invité Philippe Roy, auteur d'une toute récente biographie qu'il lui a consacrée. Monsieur Roy, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté une nouvelle fois mon invitation puisque vous nous aviez déjà fait le plaisir de nous parler dans un épisode précédent des cultes de Mithra dans l'Empire romain. Vous êtes docteur en histoire dans le domaine des sciences de l'Antiquité. Vous avez consacré votre thèse à la réception du culte de Mithra en Italie et dans les provinces occidentales de l'Empire romain et avez fait paraître avec Laurent Bricot les cultes de Mithra dans l'Empire romain parus aux presses universitaires du Midi en 2021. Vous poursuivez vos travaux dans le domaine des cultes anciens, l'histoire de la philosophie et des religions. En avril dernier, vous avez fait paraître, comme je l'ai déjà signalé, une biographie consacrée à Marc Aurèle, parue chez Ellipse dans la collection Biographies et mythes historiques. Cet empereur n'a donc peut-être plus de secret pour vous. Alors avant d'aborder la vie et le parcours de cet empereur, pouvez-vous nous dire quelles ont été vos motivations pour écrire une nouvelle biographie consacrée à cet homme d'État ? Oui, alors c'est une rencontre en fait entre l'intérêt de l'éditeur et mon propre intérêt pour le sujet. D'accord. Aux éditions Ellipse, on a fait une collection sur les empereurs romains. Il leur manquait Marc Aurèle, donc ils cherchaient quelqu'un qui pourrait aborder cet empereur-là. Et il se trouve que personnellement, quelques années auparavant, j'avais travaillé sur le stoïcisme en général, d'un côté. Et puis d'un autre côté, j'avais commencé une réflexion sur le pouvoir et la puissance à partir des thèses de Nietzsche, lequel Nietzsche reprend a priori certains thèmes du stoïcisme assez essentiels, bien qu'il les traite de manière tout à fait différente. Ajoutons à ça un retour d'un certain néo-stoïcisme dont je vois beaucoup de manifestations sur les réseaux sociaux et sur des plateformes comme YouTube, par exemple. Oui. Qui nous a semblé, avec l'éditeur, fournir le bon moment pour établir cette biographie, en mettant l'accent sur le côté philosophique, parce qu'il existe déjà un certain nombre de biographies de Marc Aurèle qui sont très bonnes. Et récemment, Benoît Rossignol en a sorti une biographie historique, donc qui est très très valable. Mais avec Ellipse, nous avons plutôt pensé mettre l'accent sur l'aspect biographie philosophique. Et le contexte politique actuel n'a pas été un élément moteur ? Alors, pas directement, mais il se trouve que donc, pendant tout le temps où j'ai travaillé sur ce sujet-là de manière concrète, je n'arrêtais pas de faire des allers-retours avec l'époque actuelle, que je n'ai pas vraiment abordé dans le livre parce que c'était pas le sujet, mais c'est vrai que en plus du reste, on peut trouver des échos entre Marc Aurèle, sa manière d'envisager le pouvoir et les réalités d'aujourd'hui, oui, tout à fait. Alors, quelles sont les sources pour connaître la vie de Marc Aurèle ? Alors, une des sources est très connue, donc elle est de la main même de l'empereur, avec ses fameuses pensées appelées aujourd'hui « écrites pour moi-même », alors qui nous éclaire beaucoup sur sa démarche humaine, très peu sur son règne en tant qu'empereur. Nous avons une autre source fondamentale, c'est sa correspondance avec Fronton, son maître de rhétorique latine, donc qui fournit une grande abondance de détails sur la vie quotidienne de Marc Aurèle dans
sa jeunesse et en tant qu'empereur, mais aussi sur la vie à Rome au IIe siècle. C'est une source qui est véritablement majeure et unique. On n'a pas l'équivalent pour d'autres empereurs d'ailleurs, ce qui permet d'avoir une vision du règne de Marc Aurèle de manière beaucoup plus intime, beaucoup plus proche que ce qu'on a, ou qu'on n'a pas d'ailleurs pour beaucoup d'autres empereurs romains. Cette correspondance a été trouvée récemment, non ? Alors la correspondance n'a été découverte qu'au XIXe siècle, à l'époque du Premier Empire. Deux textes, un à Milan, l'autre à Rome. D'accord. Et alors que les écrits pour moi-même avaient été découverts au XVIe siècle, ils étaient déjà connus au XVIIe, XVIIIe siècle. Très bien. Nous avons aussi dans les sources le travail de Cassius Dion, l'historien romain du IIIe siècle, il laissait beaucoup de choses, plus quelques personnes qui ont eu l'occasion de connaître Marc Aurèle, comme Galien, le médecin, et Hérodien, un auteur qui était contemporain de Commode, le fils de Marc Aurèle, mais qui a connu la fin du règne de Marc Aurèle. Donc ces gens-là ont des témoignages intéressants à nous fournir. Donc Marc Aurèle est né en 121, donc au second siècle de notre ère, une ère plutôt que l'on qualifie aujourd'hui de sereine, une espèce de plénitude dans la Rome antique, même s'il y aura des conflits, on le verra, tout au long du règne de Marc Aurèle. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter un peu sa jeunesse ? Parce que, en fait, il a quand même, alors il n'était pas prédestiné à devenir empereur, mais tout concourait quand même à une destinée hors du commun, non ? Alors oui, il n'était pas pressenti pour être empereur, mais au IIe siècle, on est dans une dynastie qui choisissait les successeurs par cooptation, sous l'étiquette du choix du meilleur, entre guillemets, disons, qui avait été introduite par Nerva, le premier empereur de la dynastie, au tout début du IIe siècle. Donc aucun personnage n'était pressenti pour être empereur à cette époque-là d'une certaine manière. Pour ce qui est de Marc Aurèle, il est issu d'une famille dont ses deux grands-pères étaient des gens très proches du pouvoir sous Adrien, qui avait été consul 2 ou 3 fois, qui avait exercé les charges de préfet de la ville ou préfet du prétoire. Donc ça faisait de Marc Aurèle l'héritier d'une famille déjà très proche du pouvoir. Et d'ailleurs, même avant qu'Adrien remarque le jeune Marc Aurèle pour ses qualités, il avait avec la famille des Anni du côté paternel et de Catilius Severus, son autre grand-père du côté maternel, une proximité, disons, avec cette famille. Proche de l'État. Oui. Après, si on entre dans l'histoire, c'est une chose que je développe dans le livre, il y a eu un problème avec Catilius Severus, qui est un homme qui s'était envisagé lui-même comme un successeur potentiel d'Adrien, ce qui a entraîné quelques difficultés. Et on peut en déduire que l'investissement financier et l'attention particulière que ce grand-père a portée à son petit-fils visait peut-être à lui assurer à lui une destinée qui lui avait échappé. C'est fort probable. Alors, il sera orphelin de père assez rapidement. C'est sa mère qui va l'élever avant qu'il n'aille chez son grand-père paternel, mais il aura une éducation privée. Il ne va pas fréquenter les lieux d'éducation communs. Oui, c'est là qu'on voit le cas particulier de Marc Aurèle et l'investissement de sa famille sur son éducation. On lui a épargné l'école publique, l'équivalent de l'école publique, qui était quelque chose d'assez intéressant en fait, sur le plan de la formation, mais la famille a préféré une instruction très spécialisée avec une somme assez impressionnante de professeurs dans toutes les matières possibles, qui était, même pour un aristocrate, qui était assez exceptionnel à l'époque. Vous pouvez nous détailler un peu les matières qu'on lui a enseignées ? Alors, son instruction a suivi les cadres assez classiques de l'instruction. Donc, on commence par le grammaticus, celui qui apprend à lire et à écrire, en fait. Et Marc Aurèle, déjà, a eu plusieurs enseignants à ce niveau-là, dont un qui se détache particulièrement, qui s'appelle Diognète, qui était un professeur de dessin. Mais il semble que c'est lui qui, le premier, lui a fait lire des textes de philosophie stoïcienne. Donc c'est pour ça que ce personnage se détache de manière particulière et on suppose que son influence a été importante chez l'enfant entre 7 et 12 ans. Alors tout ça se passe à Rome, mais il faut préciser que l'enseignement est en latin et en grec. En latin et en grec. Marc Aurèle est d'une famille qu'on pourrait appeler hellénisante, ce qui dans l'époque où nous sommes, à partir de Trajan, dans la dynastie antonine, rappelons qu'on a 5 grands empereurs, Nerva le fondateur, Trajan, ensuite Adrien, Antonin, Marc Aurèle.
Commode sera le dernier membre de la dynastie, mais différent de ses prédécesseurs, celui-là. Donc, on est dans la période où les empereurs romains étaient épris de culture grecque. D'ailleurs, ce sont les empereurs à barbe. Donc, les Romains étaient plutôt des gens qui étaient glabres. Tous les empereurs précédents étaient glabres. Et ces empereurs-là, on les représente toujours barbus parce qu'ils adoptaient cette figure hellénisante. Les dieux grecs étant toujours barbus, par exemple. Et cet attachement particulier à la culture grecque se manifeste chez la mère de Marc Aurèle, qui était une érudite, qui maîtrisait parfaitement le grec et donc qui a appris à son fils tous les rudiments de la langue grecque. Les deux s'exprimaient en grec entre eux et correspondaient en grec assez abondamment. Et Marc Aurèle a écrit aussi en grec ses pensées pour lui-même. Il réservait en fait cette langue à la philosophie et à la réflexion, et le latin pour le pouvoir et la vie quotidienne. Alors très tôt, il aura une vocation, si on peut dire, philosophique, puisqu'il va adopter la tenue des philosophes, il va se coucher sur une... Alors, là, on entre un peu dans le légendaire de la vie de Marc Aurèle, puisqu'on a ces témoignages-là par l'Histoire Auguste, donc le texte qui relate la vie des empereurs. Alors, un peu décalé, donc c'est une recension qui mêle à la fois les faits historiques réels et quelques éléments légendaires. Donc, après ce premier contact avec la philosophie stoïcienne qui venait de son professeur Diognète, vers l'âge de 12 ans, a priori, Marc Aurèle a décidé d'adopter la vie philosophique et de le manifester concrètement avec deux éléments, donc de prendre le manteau des philosophes, qu'on appelle ce qu'on appelle le pallium, qui est un peu l'équivalent de la robe de bure des moines ultérieurs, qui était un signe évident à la fois de revendiquer la simplicité et l'engagement intellectuel dans cette voie-là. Et il a décidé aussi de dormir à la dure, de dormir à même le sol. Ça, c'est le côté stoïcien qu'on voit déjà se manifester. Sa mère a obtenu qu'il accepte de dormir au moins sur des peaux de bête. Alors ça, c'est ce que les textes racontent. C'est tout à fait plausible, puisqu'on voit que le caractère Marc Aurèle était très radical. C'était pas quelqu'un qui saupoudrait sa vie d'éléments intellectuels, qui s'engageait à fond. Donc c'est tout à fait plausible que ça se soit passé ainsi. Là, on était dans l'époque de l'enfance encore, on était vers la 11e, 12e année. Par la suite, on sait que Marc Aurèle reviendra à la norme, en fait, dans le comportement d'un futur empereur, d'autant plus que son professeur de philosophie attitré, qui s'appelle Junius Stitus, lui apprendra l'équivalent de la formule « l'habit ne fait pas le moine », c'est-à-dire que ce n'est pas en portant un habit de philosophe qu'on est forcément philosophe. La chose se traite intérieurement et dans l'engagement dans la vie. Alors, une vocation philosophique précoce, mais c'était également un homme pieux. Alors très vite, en fait, dans l'histoire, on voit très bien qu'il a été sous l'instigation d'Adrien. Il a été coopté dans le collège des Saliens. Il avait 7 ans. D'ailleurs, il a fallu une dispense parce qu'ils n'avaient pas encore la loi. Et en fait, ses activités religieuses ont commencé bien avant la manifestation de son inclination philosophique. Et c'est un homme qui a toujours eu pour le... Alors, quand on parle de religion, on est dans la religion dite romaine. Bien sûr. On n'est pas dans la religion telle qu'on la connaîtrait. Bien sûr. C'est donc le respect d'une somme de rituels, de fonctions, d'activités religieuses inscrites dans le calendrier, auquel Marc Aurèle aura toujours une très très grande attention, à quoi s'ajoute chez lui le culte domestique. Donc chez les Romains, en fait, la religion se partage en deux aspects. La religion civique, qui est dédiée aux dieux traditionnels, et la religion domestique. On adore les ancêtres, les vieulards, plus quelques divinités particulières qui sont choisies par la personne. Et on sait que Marc Aurèle, entre autres, a ajouté sur son autel domestique même les bustes de ses professeurs, tellement il était admiratif, respectueux autant des hommes que des matières enseignées. Et alors, il aurait créé une nouvelle déesse aussi. La déesse indulgence, Indulgentia, qui représente... alors, en tant qu'empereur, il l'a créé une fois qu'il était empereur. Il lui a dédié un temple et un culte. Cette déesse représentant pour lui la quintessence de l'art de gouverner, selon ses vues. On est tout à fait là dans l'association entre l'aspect philosophique et l'aspect religieux chez un homme comme Marc Aurèle. La divinité est l'expression d'une intelligence, ce que les stoïciens appellent le logos, et sa manifestation la providence. Donc la divinité est véritablement l'expression d'une pensée métaphysique.
Et ça, c'est tout à fait propre à l'évolution qui se passe au IIe siècle, où la philosophie évolue vers la religion, et la religion quitte le ritualisme pur et simple pour aborder des éléments, des contenus intellectuels. Alors parlons de Marc Aurèle, empereur. Son accession, alors on l'a déjà dit, il a été repéré par Hadrien, qui va mourir en 138, mais Marc Aurèle est trop jeune. Il y aura un autre empereur entre-temps qui aura été adopté par Hadrien. Expliquez-nous un peu la façon dont ça s'est goupillé, tout ça. Alors là, la fin du règne d'Adrien est quelque chose d'assez confus, d'assez difficile à mettre à plat à partir des documents que nous avons, parce qu'on sait que Hadrien avait d'abord choisi un héritier qui s'appelait Seionius Commodus, un parfait inconnu d'une certaine manière dans la nomenclature sénatoriale, parce qu'il n'avait pas exercé de fonction, par exemple. Et on ignore totalement pourquoi il avait jeté son dévolu sur ce personnage qui était de santé fragile. Hadrien le savait, et Seionius est d'ailleurs mort avant Hadrien lui-même. Après cette cooptation ratée, on peut dire, on voit que Hadrien donc reste attaché à son premier choix, puisque Seionius Commodus avait un fils, le futur Lucius Verus, qui était 10 ans plus jeune que Marc Aurèle. Tout en ayant jeté sur Marc Aurèle un dévolu particulier, Hadrien a poussé la carrière sénatoriale de Marc Aurèle. Il l'a véritablement délibérément mis dans l'ordre de la possibilité d'accession au pouvoir, mais on n'a jamais su véritablement quelles étaient ses intentions. Lorsque Hadrien arrive à l'époque de sa mort, les deux personnages sont beaucoup trop jeunes pour être empereurs, donc il faut à ce moment-là choisir un intermédiaire, on pourrait dire. Et on pense qu'Hadrien a choisi donc Antonin, celui qui régnera sous le nom d'Antonin, comme un intermédiaire, mais Antonin a régné quand même 20 ans. 20 ans de transition entre Hadrien et Marc Aurèle, ce qui est quelque chose d'assez remarquable. C'est un des plus longs règnes d'empereur. D'ailleurs, un règne qui sera absolument fondamental sur la destinée de Marc Aurèle, parce que si tous les éléments de sa personnalité, aussi bien au plan humain qu'au plan d'homme d'État, ont été quand même élaborés dans son enfance et sa jeunesse, le contact avec Antonin va être absolument déterminant. Donc un contact qui va durer entre ses 18 et ses 25 ans, ce sera absolument déterminant pour forger l'empereur qu'il a été, dans la manière de gouverner, entre autres. Alors il y aura également des fiançailles, donc dans un premier temps avec la fille de ce Commodus, mais qui vont être rompues, pour qu'il ensuite se fiance à la fille d'Antonin. Voilà, donc entre autres éléments d'installation de Marc Aurèle dans les filières du pouvoir, il y avait le fait d'avoir fiancé la fille de son héritier initial avec Marc Aurèle, ce qui était une manière de déclarer une forme de prééminence de Marc Aurèle. Mais lorsque Antonin a été donc intronisé empereur, pour lui, les choses étaient absolument claires. C'était Marc Aurèle qui serait son successeur. Il a adopté Marc Aurèle, de même qu'il a adopté le fils de Seionius Commodus, mais dans un second rang, on pourrait dire. Et il a tout de suite rompu les fiançailles de Marc Aurèle pour le fiancer à sa propre fille. Ce qui là était aussi une déclaration très claire et très nette de cooptation pour la succession. Cette Faustine la jeune. Faustine la jeune, oui. Donc on a également un tas d'histoires, on ne sait pas si elles sont réelles ou pas. En tout cas, il aura beaucoup d'enfants avec cette Faustine et entre autres, et ça on en reparlera, Commode qui lui succédera. Oui, de tous les enfants mâles qu'il a eu, donc on suppose que le nombre d'enfants, en incluant 2 fois des jumeaux, que le couple a fait naître, on estime entre 11 et 13 enfants. Et parmi les enfants mâles, seul survivra le futur Commode. Commode avait 5 sœurs qui ont vécu et qui ont marqué l'histoire d'ailleurs pour certaines après. C'est un des paradoxes d'ailleurs de Marc Aurèle, cette fécondité, parce que d'une certaine manière, on voit dans ses écrits et dans son parcours qu'il avait, vis-à-vis de la sexualité, une attitude plutôt rigoureuse et détachée. C'est même assez remarquable dans les pensées, la manière de décrire la sexualité sous une forme très triviale, très mécanique. Très matérielle, mécanique. Mais en même temps, on voit que le couple a été très actif dans ce domaine. D'ailleurs, Faustine, la malheureuse Faustine, a subi des calomnies assez importantes, comme sa mère d'ailleurs, la femme d'Antonin, sur ses mœurs.
Ce qui est assez extravagant, puisqu'elle a toujours été enceinte, d'une certaine manière, durant tout le règne de son mari. C'est quelque chose de remarquable. Et on suppose qu'elle avait assez peu de temps pour batifoler entre les accouchements. Oui, c'est sûr. Pour Faustine, en fait, j'ai consacré un chapitre parce que son cas est intéressant et dépasse largement la vie des personnages en question. Ça illustre un peu le rapport des Romains, alors surtout de la classe aristocratique romaine, avec les femmes. Et dès lors que les femmes accèdent à un certain pouvoir, ce qui était le cas d'une impératrice, on voit se déployer toute une somme de... Alors ça se traduit par des calomnies et des médisances, mais le phénomène est intéressant à étudier en soi. Et Faustine étant ceci un cas d'école. Et bon, là, on est dans une tangente à la biographie stricto sensu de Marc Aurèle. Mais la position des femmes dans l'Empire romain est quelque chose qui est assez peu étudié, de plus en plus maintenant, mais qui mériterait qu'on s'y penche de manière plus précise. Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure lorsqu'on parlera de ses actions sociales au cours de son règne, mais le Marc Aurèle, empereur, partagera donc son pouvoir avec Lucius Verus. Alors, on dit que ce sont un peu des contraires, les deux. Un est un sage et l'autre est un gai luron. Oui, un fêtard. Un fêtard, voilà, exactement. En fait, les personnalités des deux personnages sont assez opposées, mais moi je dirais qu'elles sont complémentaires. Parce que dans la représentation que les Romains se font d'un empereur, celui-ci doit associer en fait plusieurs qualités. Il doit d'abord être un bon général, parce que le côté militariste chez les Romains est important. D'ailleurs, beaucoup d'empereurs se sont distingués sur les champs de bataille avant de revêtir la pourpre. Pas tous, parce que, par exemple, Antonin et Marc Aurèle lui-même n'étaient ni l'un ni l'autre des militaires à la base. L'empereur romain aussi doit montrer l'exemple, donc de vivre selon cette rigueur morale et le respect de la religion. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui doit incarner les fastes et la puissance de l'Empire. Donc c'est quelqu'un qui doit être capable de dépenser beaucoup d'argent pour donner des fêtes au peuple, pour la représentation. Or, Marc Aurèle, c'est vrai, est un personnage qui avait les deux premières qualités, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui ne brillait pas tellement sur la représentation. D'ailleurs, certaines personnes du peuple étaient dérangées par le fait qu'ils n'aimaient pas les jeux du cirque, qui se montraient même un peu méprisants avec ça. Et il se trouve que Lucius Verus était un complément parfait pour incarner cet autre aspect que l'empereur romain doit revêtir. Et je pense que c'est mieux de le considérer comme ça que de reprendre toutes les calomnies dont lui aussi a été l'objet. On en a fait un espace de Néron revu et corrigé. Alors certes, c'est quelqu'un qui n'avait pas l'esprit politique, qui n'avait aucun intérêt pour la gestion d'un empire, qui aimait beaucoup faire la fête, mais sans être forcément dépravé. Je crois qu'on a exagéré le côté négatif ou orgiaque de Lucius Verus, qui était surtout un brave garçon, qui n'aimait pas tellement travailler et qui aimait beaucoup se consacrer au plaisir de la vie. D'accord, et qui aimait batailler quand même. Alors, pas batailler concrètement, parce qu'il a été... Pendant la guerre des Parthes, il a été bien sûr nommé responsable de l'armée, mais ce sont des généraux qui se sont occupés des opérations militaires. Lui-même n'a jamais été sur un champ de bataille, ni n'a dirigé une stratégie militaire. Il s'est occupé de la diplomatie. En revanche, et ça, il faut lui en rendre acte, c'est qu'à la fin de la guerre contre les Parthes, il a quand même supervisé toutes les opérations diplomatiques. Et on s'en est apparemment assez bien. D'accord. Alors, il y a eu effectivement cette guerre contre les Parthes. Cette guerre ramènera une peste dans l'Empire et qui va fortement remettre en cause un certain nombre de choses. Alors, le règne de Marc Aurèle, sera déchiré par les guerres et cette pandémie, alors qu'on appelle une peste, mais qui n'était pas la peste bubonique du XIVe siècle, c'était sans doute probablement la variole. Et d'après les descriptions que nous en donne Galien, donc contemporain des événements, on estime que c'était une épidémie de variole, qui est quelque chose d'assez foudroyant. On sait que, par exemple, qu'en Amérique, l'introduction de la variole a décimé la population indienne. Et là, dans une période de 20 ans à peu près, toute la partie occidentale du monde connu, au moins, a été décimée par cette pandémie. Et ça va déstabiliser l'ordre et le pouvoir, non, avec l'arrivée de charlatans qui vont promettre monts et merveilles pour faire face à ces... Ça va déstabiliser un peu la psychologie de l'Empire, non? Alors ça aura un effet, sur l'évolution en fait, qui va se dessiner entre le 2e et le 3e siècle. D'abord, les conséquences vont être économiques.
Oui, oui. avec la mortalité très importante que a provoqué cette pandémie, surtout la mortalité parmi les travailleurs agricoles et même les travailleurs de l'artisanat. On va voir dans les provinces, par exemple en nord de la Gaule, des villages entiers qui vont disparaître parce que la population survivante ne peut plus exister là et donc émigre ailleurs. Et on en a les traces archéologiques assez nettes. On peut évaluer ainsi les conséquences de cette pandémie, donc économiques d'abord, mais dans toutes les périodes de crise, tous les problèmes sous-jacents qui n'étaient pas encore visibles et perceptibles émergent. Ouais. Et donc là, on voit se manifester à la fin du IIe siècle un changement dans la mentalité des personnes relativement à leur être au monde. On quitte la rationalité gréco-romaine qu'on connaît bien depuis Athènes jusqu'à la Rome d'Auguste et commence à se manifester des inquiétudes sur le sort de l'âme humaine, sur sa destinée, le sens du monde, sur la réalité du monde lui-même. Est-ce que le monde est tel qu'on le voit ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus invisible et de plus important qui est à l'affût derrière les manifestations concrètes, etc. Oui. Donc cette période va incontestablement accélérer ces mutations. Et bien sûr, on a aussi l'aspect opportuniste de la chose. Les périodes de crise amènent toujours des gens qui vont proposer monts et merveilles pour résoudre les problèmes. On connaît ça toutes les époques, y compris la nôtre. Oui. Notre époque ayant connu récemment une pandémie, d'ailleurs, qui nous donne une idée de ce que peut donner psychologiquement sur une population un phénomène semblable. Est-ce que le développement du christianisme à ce moment-là est une des conséquences de ces troubles ? Alors très certainement, puisque le christianisme, parmi tous les nouveaux cultes, on ne parle pas encore de religion, donc parmi tous les nouveaux cultes, propose une vie après la mort, une vie après la vie même, qui est même plus importante que la vie concrète. Et ça, cet aspect-là des choses entre dans le succès, on va dire, ou le développement. Et pour ça, le christianisme apportait quelque chose, en allant beaucoup plus loin que les autres cultes comparables à l'époque, parce que lui, il préconise une notion de salut, qui n'est pas un Dieu unique, extra-cosmique. Donc effectivement, il y a quelque chose au-dessus du monde qui est encore plus important que le monde. Mais là, la population gréco-romaine était encore assez étrangère à ces notions-là. C'est pour ça qu'il faut encore 2 ou 3 siècles que cet aspect-là s'installe. Mais le christianisme a incontestablement profité de cette période de crise de la fin du IIe siècle et du IIIe siècle. Alors, il faut qu'on parle de Marc Aurèle, philosophe. On n'a pas encore beaucoup parlé de sa formation et de son goût pour les stoïciens. Marc Aurèle a eu plusieurs, parmi ses professeurs, il en a eu quelques-uns qui ont compté plus que les autres. Fronton, qui était son professeur de rhétorique latine, a été vraiment très très important, plus dans la relation humaine que dans la transmission intellectuelle, puisque Fronton, lui, était un rhéteur, et il avait vis-à-vis de la philosophie une attitude très très critique. Par contre, le maître en philosophie de Marc Aurèle, qui s'appelait Junius Rusticus, était un stoïcien de tradition, parce que son père avait même été persécuté pour ses idées stoïciennes à l'époque donc du siècle précédent, à l'époque des Julio-Claudiens puis des Flaviens, qui eux n'avaient vraiment pas beaucoup de sympathie pour la philosophie en général et pour le stoïcisme en particulier. Donc Junius Rusticus a considérablement renforcé non seulement l'inclination de Marc Aurèle pour la philosophie, mais sa connaissance véritablement très profonde de cette discipline, qui pour lui était vraiment une discipline. Le terme lui convient tout à fait. Ce n'était pas une matière, c'était vraiment une discipline. Dans la correspondance avec Fronton, on voit comment s'élabore petit à petit l'enracinement de Marc Aurèle dans la philosophie, et en particulier dans la philosophie stoïcienne, puisque les débats entre les deux hommes sont assez précis et parfois assez tendus. L'un essaie de détacher l'élève de cet engouement pour la philosophie, et l'autre affirme péremptoirement son rejet de la rhétorique. La rhétorique étant considérée par rapport à la philosophie comme du verbiage en quelque sorte, parler trivialement. On voit aussi dans la correspondance qu'à l'âge de 25 ans, Marc Aurèle a découvert un auteur stoïcien qui s'appelle Ariston, dont il fait grand cas. Et Ariston, c'était en fait un stoïcien dissident de la période grecque. Il s'opposait à Chrysippe, donc l'héritier de Zénon, le fondateur du stoïcisme. Et donc, on voit chez Ariston une radicalisation de la philosophie initiale qui rejette les aspects métaphysiques pour plutôt privilégier l'éthique. Et Marc Aurèle a été absolument subjugué par cette radicalité d'Ariston sur l'éthique comme
comme étant la seule et unique valeur philosophique réellement applicable dans la vie. On méritait ce titre de philosophe. Après, on sait que Marc Aurèle abandonnera un peu cette univocité de la philosophie stoïcienne pour revenir sur Épictète, qui est un héritier véritablement de la pensée de Christ et qui maintient les trois aspects traditionnels de la philosophie stoïcienne, qui sont la physique, la logique et l'éthique. Oui. C'est pour ça que sur la question Marc Aurèle est-il stoïcien, on est obligé de répondre oui, mais donc le oui, c'est parce qu'il est clair que ces références vraiment fondatrices sont stoïciennes. Le mais, c'est pour répondre à beaucoup de commentaires qu'il fait dans les pensées. Il met sans arrêt, par exemple, la doctrine stoïcienne en balance avec la doctrine épicurienne. Donc, il montre chez lui une réflexion quand même assez large. Il peut se dire, est-ce que les épicuriens, par exemple, n'auraient pas raison dans ce domaine-là, mais en général, il revient toujours au stoïcisme comme étant la réponse la plus valable à ces questionnements. On voit aussi qu'il utilise beaucoup de références à l'aristotélisme, puisqu'il a eu un ami et professeur aussi qui était aristotélicien. Donc il n'y a chez lui aucun rejet, même du platonisme, etc. Il n'y a aucun rejet des autres courants philosophiques qui existaient à l'époque. À l'époque, pour rappeler, on avait donc le stoïcisme qui a eu une implantation romaine assez importante. On avait encore un platonisme qui allait bientôt évoluer vers le néo-platonisme, mais c'est une autre histoire. Il y avait l'épicurisme qui arrivait en fin de parcours. L'épicurisme au IIe siècle commençait à s'épuiser. Et on avait encore un courant sceptique assez fort. Un courant sceptique qui était tout à fait concordant avec cette rationalité romaine particulière qui mettait déjà un peu tout en doute dès lors qu'on ne pouvait pas le mesurer. Mais Marc Aurèle s'intéressait à tous ces courants-là, a nettement puisé dans toutes les sources, mais son retour toujours à la pensée stoïcienne est manifeste. Oui, alors en 176, quasiment 4 ans, enfin c'est 4 ans avant sa mort, il va instaurer 4 chaires à Athènes pour revigorer ses philosophies, cette pensée, donc l'école platonicienne, aristotélicienne, l'épicurisme et le stoïcisme. Voilà, c'est le symbole même de son ouverture. C'est ça. Alors, parlons du stoïcisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, si c'est possible, ce qu'est le stoïcisme ? Alors, en quelques mots, c'est difficile et c'est paradoxal parce qu'en réalité, nous n'avons que très très peu de sources sur le stoïcisme. Zénon, donc le fondateur du stoïcisme, c'est Zénon de Critium. Qui est du 4e, 3e siècle avant nous. 3e siècle. En fait, la fondation date de 300 précisément, 300 avant le Christ. Zénon a fondé son école, donc il enseignait sous le portique de l'Agora qu'on appelle la Stoa, donc c'est une double stoïcisme. Et il a diffusé un enseignement oral. Donc nous n'avons aucun écrit de Zénon. Les écrits viennent de son premier successeur, s'appelait Cléante. Lui-même n'a laissé que très peu de choses. Et nous n'avons plus aujourd'hui que l'extrait d'un poème, en fait, qui est une prière à Zeus. Après, Chrysippe succède à Cléante, et c'est de Chrysippe que nous avons le plus d'éléments documentaires. Chrysippe lui-même aurait, d'après Diogène Laërce, donc l'auteur du IVe siècle, qui a fait une recension des philosophes, Chrysippe aurait écrit près de 700 ouvrages. Selon Diogène Laërce, aujourd'hui, il ne nous reste que quelques extraits de ces écrits qui nous permettent quand même de discerner donc cette tripartition de la philosophie stoïcienne. Et après, l'école stoïcienne a évolué dans la période hellénistique. Donc elle a quitté la Grèce pour se répandre un peu dans la morse de l'Empire romain, sans qu'il se détache véritablement un nom en particulier. Et dans la dernière phase, ce qu'on appelle le stoïcisme romain impérial, qui est en fait connu sur la base des 3 célébrités, que sont Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Nous avons donc une connaissance un peu poussée de cette dernière phase du stoïcisme, mais qui ne représente pas toute la période de développement de cette qui a quand même duré 700 ans à peu près avant que le christianisme l'efface. Alors, pour spécifier un peu donc la philosophie stoïcienne par rapport aux autres et par rapport à ce qui viendra après, il faut revenir à ces 3 bases que sont la physique, la logique et l'éthique. Alors, la physique stoïcienne, en fait, c'est une métaphysique puisqu'elle décrit le monde comme étant un corps intelligent, mais sans que chez les stoïciens il y ait de séparation entre l'intelligence et le corps. En fait, c'est une philosophie qui est un spiritualisme matérialiste ou un matérialisme spiritualiste. On peut choisir les deux. C'est-à-dire que toute chose a un corps, mais dans ce corps,
existe une intelligence qui est une parcelle de l'intelligence universelle, qu'on appelle le logos, qui n'est pas exactement la même chose que Platon entend par logos. Mais le monde est une grande unité dotée de cette intelligence qui a tendance donc à tout déterminer. Le monde, la physique stoïcienne est très déterministe. Ce qui n'exclut pas une notion de liberté, c'est-à-dire que dans le déterminisme, chacun choisit la manière dont il s'ajuste en fait à cette intelligence universelle. C'est quelque chose d'important à noter. La logique stoïcienne, pour aller au plus court, consiste en une espèce de philosophie du langage. Donc les stoïciens sont très précurseurs d'une notion qui va se développer après chez Kant et dans la phénoménologie avec Husserl, c'est la représentation. Nous faisons une représentation du monde et la représentation naît du contact entre l'âme et l'objet extérieur. Donc nous ne percevons du monde que nos représentations. Et on est dans quelque chose de très proche de ce qu'on aura au XXe siècle, mais encore de manière embryonnaire, pourrait-on dire. Ça, c'est un élément fondamental de la logique stoïcienne. Et après, à ça s'ajoute donc un travail sur le langage, puisque notre rapport au monde crée des représentations et que notre vision, notre perception du monde est contenue dans la représentation que nous avons. Le langage, pour traduire ces représentations, est donc fondamental. Et là, on est obligé de travailler sur le langage et de savoir nommer les choses. Donc, il y a là tout un travail particulier qui est aussi important dans la tradition stoïcienne que le sera l'éthique, pour essayer d'aller au plus juste, au plus près possible des choses. Donc, ils ont cette notion de représentation compréhensive, la représentation dite compréhensive étant la manière de se représenter le monde le plus près possible de ce qu'est le monde. Et l'éthique, le troisième pilier, qui va devenir prépondérant dans le stoïcisme romain, chez Marc Aurèle entre autres, chez Épictète, c'est simplement cette capacité d'accepter les choses telles qu'elles arrivent et de trouver l'attitude vertueuse dans cette réalité, qu'elle soit positive ou négative. Considérant que tout ce qui est négatif, toute notre perception du mal, par exemple, vient de nous, ne vient pas de l'extérieur. Et si le monde est un enfer, c'est nous qui construisons un enfer en nous et que nous projetons sur le monde. Et même chose pour l'inverse. Ça, c'est l'élément fondamental de l'éthique stoïcienne qui va perdurer pendant les 700 ans de son existence et qui va être transmise après à d'autres. Oui, ce sont nos idées préconçues ou nos préjugés qui vont influer sur nos pensées, en fait. Oui, c'est ça. Donc le travail sur les préjugés est quelque chose de fondamental. Le premier devoir éthique, c'est d'arriver à se libérer de toutes nos fausses représentations. Ce qui est un travail philosophique tout à fait classique et basique, mais fondamental. Et alors, est-ce qu'on retrouve cette philosophie justement dans les pensées pour moi-même de Marc Aurèle ? Alors on la retrouve même abondamment. Les pensées pour moi-même sont on pourrait dire que ce sont des méditations écrites. Le statut de ce texte a été discuté depuis sa découverte au XVIe siècle. Au XVIe siècle, XVIIe et même au XVIIIe siècle, on pensait que c'était des notes qui avaient été jetées pêle-mêle par l'auteur en vue de créer un ouvrage, comme avait fait Pascal, par exemple, avec ses pensées. Or, ce n'est pas du tout le cas. On est de la pratique philosophique antique, de réflexion quotidienne sur le vécu. Alors, ce n'est pas non plus un journal intime, puisque dans les pensées, Marc Aurèle ne décrit jamais ce qu'il a fait dans la journée, il ne parle jamais de politique, ni de ses activités d'empereur. Ce sont vraiment ces méditations intérieures qui sont ramenées au présent de l'écriture pour en sortir une critique à la fois et un modus vivendi, une manière de pouvoir se réajuster sans arrêt à la providence, c'est-à-dire à la manifestation de l'intelligence universelle dans notre vie quotidienne. Et à ce niveau-là, Pierre Hadot a fait un travail très important, j'en profite pour lui rendre hommage, sur l'ouvrage qui s'appelle La synthèse à l'intérieur. Il a beaucoup décrit le processus des exercices spirituels, ce qu'il a appelé exercices spirituels, terme qui lui est contesté par certains historiens, mais que je trouve tout à fait approprié, parce que ce sont véritablement des réflexions et des méditations qui ont un but existentiel au-delà de la vie la plus concrète. C'est véritablement un travail spirituel que Marc Aurèle effectue, en accord avec cette tradition séculaire à son époque du stoïcisme et d'autres philosophies d'ailleurs. Et dans ses pensées, le travail sur la représentation est très présente, par exemple, et là, on trouve l'essence et la racine du stoïcisme de manière la plus humaine. Et il faut lire attentivement les pensées pour le comprendre, parce que ce n'est pas une lecture superficielle qui nous met en évidence. Alors, il aurait écrit ses pensées les 10 dernières années à peu près de sa vie, et notamment sur les champs de bataille. Alors, est-ce que ça c'est aussi une légende ou est-ce que c'est une réalité ? Alors non, nous pouvons
reconstitué donc la temporalité des pensées. Oui. Elles ont effectivement été écrites sous la tente, sur la frontière germanique, dans le froid, la fatigue et le bruit des batailles. La question qu'on se pose donc, c'est est-ce que Marc Aurèle pratiquait déjà cette forme de méditation écrite antérieurement, à l'époque de sa vie à Rome, dans l'année? On ne sait pas, on n'en a pas la trace, on ne peut pas répondre à ça. Mais dans son exercice militaire, il semble que cette pratique lui a été très importante et peut-être salutaire pour pouvoir vivre une situation réelle qui était à l'opposé exact de sa perception du monde. Oui. Certains ont dit qu'il n'avait pas ses interlocuteurs habituels pour échanger sur des sujets justement philosophiques et donc il a dialogué avec le papier. Alors c'est possible, mais parmi son entourage militaire, il avait des amis très proches qui étaient aussi des gens formés à la philosophie. Ouais. Je pense qu'il avait tout à fait la possibilité avec ces gens-là d'échanger comme il le faisait à Rome. Oui. Et ça serait réduire d'une certaine manière la portée des pensées en ignorant cet aspect véritablement important pour lui de pratique spirituelle, même entre guillemets, qui était une hygiène quotidienne et une fonction primordiale de sa vie philosophique. Alors est-ce qu'il a pu appliquer cette philosophie en tant qu'empereur pour la gestion de cet empire romain? Alors on pourrait dire qu'il a toujours essayé. En fait, Marc Aurèle est un homme de l'Antiquité et donc à cette époque-là, on ignorait totalement les notions de philosophie politique. Les réflexions sociales, on est obligé, lorsqu'on considère un empereur philosophe, de laisser tomber tout notre bagage hérité du 19e siècle, où on a inventé la philosophie politique, une manière d'intégrer la pensée philosophique à la vie sociale. Bon, ça commence avec Hegel et ça n'a jamais cessé après. Non, à l'époque de Marc Aurèle, on est véritablement dans un moment où la fonction qu'exerce un individu est voulue par le monde, est voulue par l'intelligence universelle, et qu'on n'a pas ni à essayer de la changer, ni à tenter d'y ajouter quoi que ce soit. On doit simplement assumer cette fonction qu'on a reçue telle qu'elle est, de la manière la plus philosophique possible. Donc, de cette manière, on ne trouve pas chez Marc Aurèle de pensée politique, de pensée stoïcienne, par exemple, mais on a une manière stoïcienne de vivre son état d'empereur tel qu'il lui a été légué et tel que lui l'a transmis. Donc, on est à la fois dans un conservatisme très très proche de la mentalité romaine, mais avec une exigence éthique et intellectuelle qui fait de cette fonction quelque chose de véritablement utile et profitable au monde. Oui, on a dit tout à l'heure déjà qu'il a mené une certaine, si on peut dire déjà, politique sociale. Alors, ça aboutit bien sûr à des réformes, mais toutes les réformes que Marc Aurèle a entreprises sont des continuités de réformes qui ont été commencées dès l'époque de Nerva. D'accord. Il n'est pas innovateur. Il n'est pas innovateur, il est continuateur, mais en y ajoutant un style particulier. Cette bienveillance, cette clémence, cette recherche de on pourrait dire presque parfois, et ça ressort dans ses pensées, d'amour du prochain. Il a fait un saut avec le christianisme qui est un peu dangereux parce qu'on n'est pas dans la même... mais il y a quelque chose, on retrouve quand même cette tension-là. Ça, c'est propre à Marc Aurèle. Les réformateurs, Adrien et Antonin, ne présentent pas cette dimension humaniste, particulièrement préhumaniste si on se réfère à ce que sera la Renaissance. Et ça, c'est propre à Marc Aurèle. Il a libéralisé donc les aspects les plus flagrants et les mieux connus. Il a libéralisé le statut des femmes, entre autres dans leur réalité citoyenne, sur l'héritage, la capacité de recevoir un héritage et de le transmettre. Sur leur autorité parentale. Il a fait reculer un peu la suprématie du pater familias romain traditionnel. Il a libéralisé la condition esclave. Là, il y a eu un gros travail qui a été fait, mais qui a été entrepris dès l'époque d'Adrien et aussi beaucoup travaillé par Antonin. Antonin étant lui-même un personnage extrêmement sympathique, si on veut, qui manifeste un humanisme très profond, bien que là, chez lui, l'aspect philosophique ne soit pas déterminant. C'est quelqu'un on peut dire que c'était un homme qui avait un grand cœur et qui l'a manifesté dans son action d'empereur. Marc Aurèle y a ajouté une dimension intellectuelle particulière, qui, elle, est plus proprement issue de ses penchants philosophiques. Antonin était dénommé Antonin le Pieux. Le Pieux, oui, c'est véritablement le père adoptif de Marc Aurèle et son mentor. D'ailleurs, dans les pensées, Marc Aurèle dit qu'il est le disciple d'Antonin. Il ne se dit pas disciple d'Épictète ou de Chrysippe, d'un autre stoïcien, mais disciple d'Antonin. Et
véritablement la continuité dans la gouvernance de l'Empire est très nette. Sauf que la différence, c'est que Antonin a connu un règne pacifique, qu'on critique d'ailleurs, mais à tort, parce qu'Antonin a toujours déployé une intense activité diplomatique sur tous les problèmes qui viendront sous le règne de Marc Aurèle, les problèmes frontaliers avec les Parthes et les Germains. Oui. En fait, Antonin ne s'en désintéressait pas du tout, mais il l'a traité par la diplomatie. Par contre, la diplomatie, au bout d'un moment, parfois arrive à son terme et la guerre arrive. Et ça, c'est Marc Aurèle qui en a hérité. Mais on ne peut pas dire qu'Antonin avait ignoré tous les problèmes que Marc Aurèle va devoir affronter. Ça serait totalement faux. Oui. Alors, il faut qu'on aborde encore un point, c'est Marc Aurèle et les chrétiens, justement. On a déjà commencé un peu à l'évoquer, mais l'histoire a également retenu l'histoire de Lyon avec la martyre Blandine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé et son rapport aux chrétiens? Alors oui, donc c'est un des faits célèbres du règne de Marc Aurèle. En 177, une vague de persécution qui s'est manifestée à Lyon, précisément dans la ville de Lyon, qui est, d'après les recherches qu'on a pu faire au fil des siècles, c'est une affaire qui a été sans doute déclenchée suite à une rivalité entre la communauté chrétienne de Lyon, communauté chrétienne qui était d'origine orientale. Ce n'étaient pas des Gaulois, les chrétiens de Lyon. C'est des gens qui étaient issus pour la plupart de Syrie. Et une communauté métroaque, des adeptes du culte de Cybèle. Un immense temple avait été érigé à Lyon dans les décennies précédentes. Donc, il y avait une communauté très importante de disciples de Cybèle, elle-même d'origine orientale. Et on connaissait une concurrence assez féroce à Rome, enfin dans l'Empire romain, entre ces cultes, puisque le polythéisme et la tolérance religieuse romaine fait que tous les cultes pouvaient pulluler en respectant simplement le culte de l'empereur. Et donc on avait des concurrences parce qu'il fallait, plus il y a de religions en place, plus c'est difficile de réunir des adeptes. Donc on a un peu une concurrence comme on en a aujourd'hui entre des entreprises commerciales. C'est quelque chose d'assez fort. Et il se trouve que ces chrétiens étaient des gens qui étaient assez peu appréciés pour différentes raisons, parce qu'eux-mêmes étaient intolérants, enfin, leur religion étant la vérité, donc ils ne pouvaient pas accepter les autres, donc c'était facile de les rendre détestables. Et il semblerait que la communauté donc métroaque de Cybèle ait excité la population contre ces gens, ce qui a fonctionné. Le gouverneur, Lyon étant la capitale de la Gaule lyonnaise, le gouverneur a dû sévir, a dû entrer en jeu, puisqu'il y avait un trouble à l'ordre public qui se manifeste, ce que les Romains ne pouvaient pas accepter. Et donc ça aboutit à la condamnation de ce groupe de chrétiens qui était une cinquantaine, on suppose. Et parmi eux, la célèbre Blandine qui aurait subi le martyre avec beaucoup de courage, ce qui est probablement vrai puisqu'on en a une recension écrite par l'évêque de Lyon qui a envoyé ces nouvelles justement à Antioche. Ça a dû être enjolivé par les chrétiens comme ils l'ont toujours fait à l'époque. Bien sûr. Mais cette persécution donc a été mise au débit de Marc Aurèle, comme si c'était lui qui l'avait ordonné, alors qu'il n'était au courant de rien du tout, et qu'on a appliqué donc la jurisprudence en cours à l'époque, jurisprudence qui datait de Trajan. Et il semble, comme un des condamnés était romain, était un citoyen romain, le gouverneur a envoyé une missive à l'empereur. On ne sait pas si l'empereur lui-même a pu lire la missive, demandant qu'est-ce qu'on devait faire avec ce citoyen romain. Et la réponse a été d'appliquer la jurisprudence en cours. La jurisprudence en cours était simple. Tout chrétien qui acceptait soit de renier sa foi, soit de sacrifier au culte de l'empereur était libre. Tous ceux qui refusaient étaient condamnés. Voilà, c'est ce qui s'est appliqué à Lyon. Et c'est ce qui s'est appliqué ailleurs sous le règne de Marc Aurèle, mais sans que lui-même n'ait jamais décidé de persécuter les chrétiens. Les chrétiens ne l'intéressaient pas du tout. Pour ce qu'il en savait, parce qu'il en savait quelques petites choses, on le voit dans les pensées, il fait une réflexion à ce sujet-là. Il n'était pas d'accord avec eux. Et il n'était surtout pas d'accord avec le fait qu'ils rejettent les institutions impériales. C'était ça la principale pierre de choc. De beaucoup de Romains d'ailleurs, et de Marc Aurèle en particulier, contre eux. Ce n'était pas leur foi, ce en quoi ils croyaient, c'était le fait qu'ils rejettent la religion traditionnelle, le culte de l'empereur, et tout ce qu'ils faisaient, en fait, pour un Romain traditionnaliste, le fondement de l'Empire. Alors, on l'a évoqué également, il y a des similitudes avec la morale de Marc Aurèle, mais la métaphysique est absolument différente et incompréhensible pour un Romain de l'époque. Voilà, donc nous voyons se confronter en fait une pensée de l'immanence et une théologie de la transcendance. Expliquons un peu.
Toutes les philosophies gréco-romaines, donc le stoïcisme en particulier, mais également le platonisme, sont des philosophies dites de l'immanence dans la mesure où le logos, ou l'intelligence, ou le divin imprègne le monde. Le monde est le corps de la divinité. Donc toute inspiration divine, toute action légitimée par le divin vient en fait de l'intérieur, on pourrait dire. Alors que le christianisme a introduit quelque chose de radicalement opposé, c'est-à-dire que le monde est une création intermédiaire qui provient d'un Dieu qui est au-delà, très au-delà du monde, qui est supérieur au monde et qui, d'une certaine manière, a vocation à faire disparaître le monde terrestre, le monde matériel, pour entraîner l'ensemble de la création dans son propre royaume. Ça, c'est au IIe siècle, c'était quelque chose qui était encore absolument incompréhensible pour des Romains, des Grecs, des Gaulois, des Africains. Pas des Juifs, Les Juifs étaient les premiers à avoir commencé à introduire ce genre de choses, bien que le judaïsme soit très différent à l'époque du christianisme. Le rapport à Dieu est quand même très très différent. Quand on dit que nous sommes héritiers d'une tradition judéo-chrétienne, c'est judéo-héléno-chrétienne. Le judaïsme a une perception de Dieu qui est quand même différente, même aujourd'hui. Le judaïsme rabbinique reste encore beaucoup plus proche en fait de ce qu'avaient les Romains. Donc la métaphysique opposait totalement les deux manières de voir le monde, la manière philosophique et la manière théologique. Ajoutez à ça que le christianisme promettait le salut. Alors la notion de salut, c'est le christianisme qui l'a introduite. C'est quelque chose qui ne faisait pas partie des références de la mentalité antique. La résurrection de la chair et tout ça, n'en parlons pas. C'est quelque chose complètement absurde pour un Romain. Et on pourrait détailler encore sur beaucoup de plans, ce que je fais un peu dans le livre. Mais ça nous entraînerait dans des débats de théologie un peu. Oui, bien sûr. Et le temps passe. Alors, il faut qu'on parle un peu quand même, pour finir, de la postérité de Marc Aurèle. Dites-nous un peu comment ses pensées sont passées et quelle image on a eue dès après sa mort. Alors Marc Aurèle est l'archétype du bon empereur pour les Romains du IIIe, du IVe siècle. On en a eu conscience dès son règne. Oui, dès la fin de son règne, il a été divinisé. Tous les empereurs, les bons empereurs, étaient divinisés, mais lui, ça a été fait dans une espèce de ferveur particulière qui n'a jamais eu d'équivalent. Et tous les successeurs de Marc Aurèle, donc dans la dynastie des Sévères du IIIe siècle, se sont référés à lui pour se légitimer. On a même Macrin qui imitait le Marc Aurèle vieillissant, qui parlait d'une voix qui était très épuisée, qui parlait d'une voix très 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 faible, avec une démarche très lente. On a véritablement une référence absolue. Dioclétien, qui est à l'origine de la partition de l'Empire, était un fervent admirateur de Marc Aurèle. Aucun de ces empereurs, d'après leurs contemporains, ne lui est jamais arrivé à la cheville, pourrait-on dire. Et, y compris Julien, donc Julien qui est un autre intellectuel qui a régné en Orient, au IIIe, donc qui révérait Marc Aurèle comme une référence. Et après, avec les chrétiens, la relation a été plus trouble à cause de l'affaire Blandine, l'affaire de Lyon. Marc Aurèle figure, par exemple, chez Augustin, parmi les persécuteurs, parmi les 10 plus grands persécuteurs de chrétiens, ce qui était injustifié. Mais par contre, d'autres chrétiens comme Tertullien, qui n'était pas contemporain, mais presque, de Marc Aurèle, a pris le contre-pied de cette attitude, en disant même une chose qui est inexacte, que Marc Aurèle aurait défendu les chrétiens, ce qui était aussi inexact. Mais on a maintenu quand même une absence, une révérence envers Marc Aurèle particulière, même dans le monde chrétien byzantin. Les écrits, pour moi-même, n'ont pas été connus dans l'Antiquité. Ils étaient totalement inconnus jusqu'à la Renaissance où ils ont été découverts. Et un de mes plus grands regrets, d'une certaine manière, c'est que Montaigne, qui se réfère beaucoup à Sénèque et à Épictète, qui n'était pas un stoïcien parce que le stoïcisme n'existait pas, mais qui était un homme influencé par le stoïcisme, il n'a pas eu le temps de connaître les écrits de Marc Aurèle puisqu'ils ont été découverts à peu près à la fin de sa vie. Et ça aurait été intéressant d'avoir son avis. Mais par contre, Spinoza, qui est postérieur, lui a connu les écrits de Marc Aurèle, est aussi très influencé par le déterminisme stoïcien. Alors bien sûr, d'une manière toujours différente, puisque le passage des siècles, les choses évoluent et d'autres éléments de réflexion s'ajoutent. Mais on retrouve la présence de Marc Aurèle chez Spinoza, chez Montesquieu, par exemple, un peu chez Descartes, mais dans une moindre mesure. Il va être beaucoup apprécié de penseurs anglais et toujours réapparaître chez certains intellectuels. Je pense à Flaubert, entre autres, qui le considérait comme un saint. Beaucoup d'historiens du XIXe siècle, et bien sûr Ernest Renan.
n'est pas un des moindres. Et alors, il y a une résurgence du stoïcisme. Les pensées pour moi-même sont un best-seller réédité régulièrement. Et il y a aujourd'hui un néo-stoïcisme, comme vous l'écrivez dans votre livre. Oui. Alors, le succès des pensées pour moi-même n'a jamais cessé. Alors, s'il avait un peu régressé au XXe siècle, le stoïcisme et tous les moralismes, un peu sur l'influence de Nietzsche, mais pas que, tous les moralismes avaient été un peu battus en brèche. Alors, surtout après la Seconde Guerre mondiale, après la catastrophe de la Shoah et tout l'échec d'un certain humanisme, on aboutissait à un rejet de toutes ces philosophies moralistes, où on préférait dire ce qui est mal c'est bien et ce qui est bien c'est mal. Je fais référence à une chanson de Léo Ferré. Mais après les années 80, les choses ont changé. Alors, on a eu quelques intellectuels comme Marcel Conche, Georges Canguilhem, le philosophe, qui étaient des grands défenseurs du stoïcisme. Donc ce débat intérieur au XXe siècle a toujours duré. Mais à la fin des années 80, les pensées, pour moi-même, de Marc Aurèle ont investi à leur corps défendant un nouveau champ de la psychologie qu'on appelle le développement personnel. Et Marc Aurèle est véritablement un coach, pour employer un terme moderne, un maître à penser de toute une mouvance dans le développement personnel. Avec alors bien sûr avec un manque de rigueur assez patent et assez désolant. On en fait un petit peu tout ce qu'on veut, on en fait une espèce de Gandhi romain, dans le meilleur des cas, un gourou assez insipide dans le pire des cas. Mais parallèlement à ça, on a eu un développement aussi de ce qu'on appelle le néo-stoïcisme. Alors ça, c'est un phénomène plus particulièrement anglo-saxon, qui est né chez certains intellectuels américains. Là, il s'agit véritablement, pour répondre au problème de la mort des religions, du rejet des traditions qui ont échoué au XXe siècle, le progrès technique aboutissant à la bombe atomique, la Shoah étant le cimetière de l'humanisme, etc. Donc, certains intellectuels ont cherché dans d'autres philosophies plus anciennes quelque chose qui pourrait répondre plus efficacement à la crise du monde moderne. Et le stoïcisme a été un des éléments qui est ressurgi à cette occasion-là. Oui, là, il y a un véritable travail de réadaptation de l'ancienne pensée stoïcienne à l'époque moderne de la part de ces intellectuels, surtout américains, canadiens aussi et quelques anglais. Mais en arrivant au constat que la métaphysique stoïcienne de l'Antiquité ne peut plus fonctionner aujourd'hui, parce qu'on n'a pas la même perception du Bien sûr. Par contre, la logique et l'éthique sont reprises et réadaptées à l'époque moderne, y compris dans la Silicon Valley, où vous avez une des branches du néo-stoïcisme qui a été développée dans cette mouvance, dans cette infosphère qui aboutit aujourd'hui au transhumanisme. Mais là, nous entrons dans un débat beaucoup compliqué, mais qui est passionnant parce que là, nous sommes dans une époque, nous-mêmes, dans une époque en mutation, comme l'était celle de Marc Aurèle. Et là, on a un fourmillement et un foisonnement à la fois très intéressant puis à la fois très délirant de penser, Alors, ça n'est pas une innovation, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont être recherchées dans le passé, mais c'est une réadaptation, réinterprétation, réajustement d'un héritage intellectuel à une époque qui ne se définit pas, en fait. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Roy, pour cette présentation passionnante de cet empereur qui séduit toujours autant. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode de Tétrapharmakos que vous pouvez réécouter et télécharger en podcast. Et si vous voulez creuser le sujet, il ne vous reste plus qu'à lire l'ouvrage de notre invité et pourquoi pas adopter Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle comme livre de chevet. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un dernier numéro. Avant les vacances d'été, nous parlerons avec Yuri Volokhin des interdits alimentaires dans l'Antiquité et notamment le porc. À très bientôt donc. Au revoir, Monsieur Roy, et merci beaucoup. Au revoir, merci.